Sherazade Zeiter est juriste en droit international. Elle est également enseignante à l'Université de Limoges et à l'École supérieure de commerce. Et elle est également ambassadrice pour le Pacte européen pour le climat et auteure d'un nouvel ouvrage aux éditions Éric Bonnier qui s'intitule Le Grand Déplacement. Alors, Sherazade Zeiter, merci d'être venue vous exprimer chez Géo. Votre livre, son titre fait inévitablement référence au Grand Remplacement, qui est une théorie complotiste. Comment expliquez-vous que cette théorie complotiste circule autant et autant de popularité malgré son absence totale de fondement? Merci de me recevoir déjà, Anastasia. Tout simplement parce que c'est la peur des autres, la peur d'être envahi, la peur d'être submergé par les étrangers. D'ailleurs, le mot submersion a été utilisé il n'y a pas quelque temps et j'en parle au tout début de mon livre. Et plus on parle de choses que les gens vont craindre, on va être envahi par des gens qui vont venir nous prendre nos territoires, notre culture, notre travail. Et plus on me raconte des mensonges qui sont soutenus par certains médias, et plus cette théorie complotiste, elle va prendre racine. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et vous dites qu'en réalité, on parle plutôt de grands déplacements que de grands remplacements. Là, pour le coup, vous donnez énormément d'arguments. Quelle est la différence justement entre ces déplacés environnementaux et ce qu'on pourrait appeler des réfugiés climatiques? Justement, quand on parle de grands remplacements pour lesquels il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de fondement scientifique, il n'y a pas d'études qui précisent qu'on va être grand remplacé par des étrangers. Par contre, le grand déplacement, là, il y a des faits, il y a des chiffres et effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui se déplacent chaque année dans le monde. Alors, les déplacements peuvent être dus pour des raisons, soit des conflits, des guerres, mais aussi, et c'est le sujet de mon livre, pour des catastrophes naturelles ou bien pour les conséquences du réchauffement climatique. Et je vais vous donner quelques chiffres. En 2023, il y a eu 26 millions de personnes dans le monde qui se sont déplacées à cause des catastrophes naturelles. En 2024, il y a eu pratiquement 46 millions de personnes qui se sont déplacées dans le monde à cause des catastrophes naturelles. C'est-à-dire qu'on a doublé le chiffre. Et les perspectives pour les prochaines années, elles sont beaucoup plus importantes. D'ici à 2050, la Banque mondiale a indiqué qu'il y aurait 216 millions de personnes qui pourraient se déplacer. L'Institut pour la paix, lui, précise plutôt, ce serait plutôt autour de 1,5 milliard. En sachant que, par exemple, des glaciers qui s'effondrent, et on a vu le cas en Suisse il n'y a pas très longtemps, il y a un glacier qui s'est effondré, et donc il y a eu 300 personnes qui ont été déplacées. Les habitants qui étaient au pied de ce glacier ont été déplacés d'un endroit à un autre. Et bien actuellement, il y a 2 milliards de personnes qui vivent autour des glaciers. Effectivement, les chiffres sont absolument énormes. Parmi ces gens qui vont être déplacés, il y a des hommes, il y a des femmes. Quel est le sort particulier réservé aux femmes, à la fois touchées par ces catastrophes et dans le déplacement qui, du coup, leur est imposé? Alors c'est bizarre, hein, dans mon livre, je dis, est-ce que les femmes sont des victimes persécutées par la nature? Non, la nature, elle ne va pas choisir les hommes, les femmes ou les enfants. La nature, elle s'exprime quand il y a une avalanche, un tsunami, des sécheresses, des inondations. Les victimes, elles sont là, elles ne sont pas choisies selon leur genre. Et pourtant, dans la réalité, il y a 2 fois plus de femmes qui sont victimes des catastrophes naturelles. Alors pourquoi ? Il y a des études qui ont été faites, encore une fois, sur 21 ans, 2 chercheurs ont étudié sur 141 pays 200 catastrophes naturelles et ils ont remarqué qu'à chaque fois, il y avait plus de femmes, et dans certains endroits, même 90% plus de femmes victimes que les hommes. Un exemple, à Kobe, en 1995, il y a eu tremblement de terre au Japon. Là, 50% de femmes qui ont été victimes en plus. Pourquoi ? Parce que c'était des personnes âgées qui étaient dans les villages et elles n'ont pas pu être secourues. Un autre chiffre, en 1991, au Bangladesh, il y a eu des inondations et encore une fois, 70% des femmes étaient plus victimes que les hommes. Le tsunami du 26 décembre 2004 qui a ravagé toute l'Asie du Sud-Est jusqu'en Afrique, il y a eu 230 000 morts, je crois, et donc des milliers de déplacés. Et bien là, encore une fois, dans certains villages, en Inde, en Indonésie, on a eu jusqu'à 80% de femmes qui ont été victimes des catastrophes naturelles. Tout simplement parce que déjà les femmes, ce sont elles qui restent avec les enfants ou pour sauver les enfants. Souvent, elles sont dans leur cuisine ou à l'intérieur. Et quand la catastrophe arrive, elles ne savent pas nager, elles ne savent pas monter aux arbres.
et donc elles se retrouvent immédiatement victimes de ces inondations et de ces catastrophes. À Aceh, lorsque le tsunami est arrivé, les femmes étaient sur la plage, elles attendaient les hommes qui étaient sur les bateaux, et donc là, elles ont été directement victimes du tsunami qui est arrivé. Voilà pourquoi les femmes sont beaucoup plus victimes des catastrophes naturelles. Mais il y a d'autres circonstances qui font que les femmes sont aussi victimes de l'environnement. Dans de nombreux pays, ce sont les femmes qui sont en charge d'aller chercher l'eau. Très souvent, elles doivent parcourir des kilomètres, voire une journée ou 2 journées pour aller chercher de l'eau. Et bien, pendant ces voyages, elles se font agresser, elles se font violer, elles sont menacées, et donc elles sont victimes, encore une fois, de tout ce qui est autour de l'environnement. Et puis la troisième chose, c'est lorsqu'il y a des migrations, alors pas forcément des migrations liées à l'environnement, mais tout simplement une migration, et bien ces femmes, ces migrantes, lorsque ce sont des migrations qui ne sont pas faites dans des cadres légaux, eh bien elles sont victimes de viols, elles sont victimes d'atrocités, certaines sont même tuées. Et ce sont encore une fois le sort qui est réservé aux femmes. Elles portent un lourd fardeau, effectivement, ouais, dans cette migration, comme vous le dites. Alors, on pense souvent à ce qui se passe loin de chez nous, mais vous rappelez qu'en 2022, c'est la France qui a été le pays d'Europe le plus touché par les déplacements liés aux catastrophes climatiques. Vous parlez notamment de l'affaire de la résidence Le Signal. Peut-être que certains de nos spectateurs s'en souviennent. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qui s'est passé et surtout, quels enseignements en a-t-on tiré ou pas? Alors, ce qui est important déjà de préciser, c'est que les déplacements et les réfugiés climatiques, entre guillemets, ça nous concerne tous. On a cette illusion de croire que non, c'est au bout du monde, c'est le Bangladesh, c'est le Sahel, c'est l'Afrique, c'est la France aussi. Alors la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2022, je donne les chiffres, il y a eu plus de 40 000 personnes déplacées sur le territoire français. Déplacées à cause de quoi? À cause d'inondations, à cause d'incendies, à cause de catastrophes naturelles. Et un exemple frappant du vide juridique qu'il existe actuellement en France, c'est l'histoire du Signal. Alors l'histoire du Signal, c'est vraiment emblématique. En 1967, un immeuble a été construit en Gironde, à Soulac-sur-Mer, et cet immeuble il a été construit à 200 mètres du littoral. Alors déjà, la petite histoire, c'est que le maire n'était pas d'accord. Il refusait de donner le permis de construire, et puis le préfet est passé par-dessus, parce qu'il y avait des accords avec le promoteur immobilier. Au début, il devait y avoir 4 immeubles. Il n'y en a eu qu'un seul finalement. Et puis ça me rappelle un petit peu ce que j'ai écrit sur la corruption environnementale. Ce sont des histoires parallèles. En 2010, la tempête Xynthia, elle a fait écrouler d'un coup 15 mètres du littoral. Les vents, c'était des vents de 160 km/h, donc 15 mètres du littoral s'est effondré. Et puis on a essayé de renforcer le littoral, mais ça n'a pas marché, ce qui fait que le littoral a continué à s'effondrer jusqu'à ce que l'immeuble se retrouve à 9 mètres du littoral. Donc à 9 mètres du littoral, c'était un danger. Là, le préfet a demandé aux habitants propriétaires d'évacuer l'immeuble, ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas trop le choix de toute façon. Le problème, c'est qu'ils ont été évacués. Ils n'ont pas été expropriés. En France, on a l'expropriation qui peut être soit pour utilité publique, soit pour risque naturel majeur. Donc un risque naturel imminent, en bas, vous allez être exproprié et vous allez bénéficier des indemnisations qui sont dans le fonds Barnier. Eh bien là, il n'y avait aucun aspect juridique. Ce n'était pas une expropriation pour risque naturel, puisque l'effondrement, enfin l'érosion du littoral n'entre pas dans ce cas, et ce qui fait que pendant des années, les propriétaires n'ont pas été indemnisés, n'avaient rien du tout. Ils ont été de tribunal en procès pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, des députés, en 2019, disent il faut peut-être faire quelque chose pour ces propriétaires qui avaient économisé toute leur vie. Et donc, ils ont mis une enveloppe budgétaire dans la loi de finances de 2019 qui leur permettait de recevoir 70% du montant de leurs biens. Il y avait donc 2 conditions. La première, c'était de ne pas faire de procès supplémentaires, au cas où. Et la deuxième, c'était de revendre pour 1 euro symbolique leur propriété à la collectivité pour que la collectivité puisse racheter l'immeuble et le détruire. C'est ce qui est arrivé en 2023. En février 2023, l'immeuble Le Signal a été détruit. Mais pourtant, depuis, il n'y a pas de loi qui a changé et on se retrouve avec un littoral qui a de plus en plus d'immeubles dans ce cas, et des maisons aussi,
On a actuellement 140 000 habitations qui vont être détruites de la même façon que le Signal, et les perspectives d'ici à 2100, c'est 440 000 habitations sur le littoral français. Il y a une étude qui est sortie dernièrement, 20% du littoral français est concerné par l'érosion, avec des maisons évidemment qui vont s'effondrer. Et ça commence déjà à se faire, puisque à Tréfiaga, il y a eu des maisons qui sont rasées. Et là, en fait, c'est la collectivité qui rachète les maisons. Le problème, c'est que les collectivités ne vont pas avoir les moyens de toujours le faire. Les assurances ne suivent pas, et de plus en plus d'assurances refusent d'assurer des propriétés qui sont en bord de littoral, aussi bien que ce soit public ou pour collectif. Et le fonds Barnier n'est pas suffisamment... n'indemnise pas suffisamment les biens. Parmi ces grands déplacements dont vous parlez dans votre livre, il y a eu celui qui a été lié à l'ouragan Katrina en Louisiane, plus précisément à la Nouvelle-Orléans. 1,2 million de personnes ont été déplacées, ont dû quitter leur logement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors, l'ouragan Katrina, c'est un bel exemple de ce qui peut arriver dans un pays riche, les États-Unis. Les États-Unis, ils sont souvent victimes de cyclones, mais aussi d'incendies. Donc en 2005, il y a eu l'ouragan Katrina qui a détruit une grande partie de la Nouvelle-Orléans, 1,2 million de personnes déplacées, 1800 morts. Et puis aussi, dans les années qui ont suivi l'ouragan Katrina, la population elle a diminué de 30%. Alors c'est énorme. Alors ça, c'est le côté dramatique des chiffres. Mais il y a aussi le fait que il a été très très mal géré. Cette catastrophe a été très mal gérée politiquement. Quand il y a eu l'ouragan Katrina, évidemment, il y a eu des images qui ont été montrées en disant mais c'est une zone de guerre, il y a des viols, il y a des meurtres, il y a des vols, les gens sont dans la rue, on ne sait plus ce qu'ils font. Et ça, c'était des chaînes télé, dont CNN, qui ont commencé à propager ce genre d'idées. Et évidemment, la gouverneure, elle s'en est saisie en disant mais très bien, nous on est prêts à affronter une zone de guerre, on a des militaires qui reviennent d'Irak, on a 70 000 militaires qui reviennent d'Irak, on va les envoyer sur le terrain. Ce qui fait qu'il y a eu des conséquences. Ben, les gens, ils ont eu peur. Donc les gens qui étaient chez eux et qui recevaient ces informations, ils ont eu peur d'aller dehors en se disant qu'ils vont certainement être tués. Et donc ils sont restés chez eux et évidemment les secours n'ont pas pu aller les chercher et ils ont été victimes, ils sont morts. Et deuxième chose, c'est que les secours eux-mêmes n'ont pas voulu aller sur ces zones en se disant mais c'est trop dangereux, on ne doit pas y aller. Le problème, c'est qu'un mois après, on s'est aperçu que tout ça, c'était des mensonges. Résultat, le chef de la police lui-même s'est excusé en disant non, mais ce n'était pas vrai, il n'y avait pas de zone de guerre, il n'y avait pas tout ce qui était dit dans la télé. Donc, le président Bush lui-même s'est excusé. Et ça, c'est terrible. Encore une fois, on montre une image et on va dire c'est des viols et des massacres partout. Et ça, c'est faux. Donc, les médias, les politiques, quand ils ne savent pas utiliser le bon vocabulaire, ils mettent encore plus en péril les populations. Et le problème des catastrophes naturelles, c'est que ça coûte extrêmement cher aussi. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. En 2023, le coût des catastrophes naturelles sur le plan mondial, ça a coûté 280 milliards de dollars. En 2024, on est passé à 310 milliards de dollars. Et juste, on n'a pas encore 2025 évidemment, mais ça va le dépasser largement, puisqu'en début d'année, il y a eu les incendies, encore une fois, aux États-Unis, en Californie. Et ces incendies qui ont été terribles, non, on a vu des stars qui perdaient leur maison en fumée, eh bien, ça a coûté 275 milliards de dollars. Donc, ce qui fait qu'aucun pays n'est épargné, que ce soit les États-Unis, la France, le Bangladesh. Personne n'est épargné. Il n'y a pas les financements nécessaires derrière, puisque même si en France on a le fonds Barnier, ce n'est pas suffisant. Même s'il y a un fonds mondial pour l'adaptation qui a une goutte d'eau pour permettre à toutes ces personnes, ces millions de personnes qui se déplacent dans le monde à cause des catastrophes naturelles et aussi à cause des conséquences du réchauffement climatique, de pouvoir vivre dignement, ce n'est pas suffisant et il va falloir vraiment trouver des solutions. Parce qu'une des premières conséquences, c'est que les assurances, aujourd'hui, refusent d'assurer certains biens. Donc on est maintenant dans des endroits qui ne sont plus assurés, donc ce qui fait qu'il y aura encore moins d'indemnisation. Il y a des communes, notamment en France, qui n'arrivent plus à s'assurer. Oui, il y a des communes qui ne peuvent plus assurer, donc ça va être pris en charge par des personnes. Par exemple, l'ouragan Katrina, on a eu des stars
des stars du cinéma, des personnes très riches, des milliardaires qui ont aidé financièrement. Et l'État, non, parce que l'État n'a pas les ressources, alors qu'on sait qu'il y a de l'argent qui pourrait vraiment être mis dans les aides et dans les financements. Pour franchir les frontières, puisqu'on va reparler de migration maintenant, notamment internationale, certains passeports sont plus puissants que d'autres, mais on pourrait aussi imaginer un passeport sans nationalité, et ça a été fait. Est-ce que vous pourriez nous parler du passeport Nansen? Effectivement, tous les passeports ne se valent pas. C'est intéressant. J'en parle d'ailleurs dans mon livre de mon propre cas, puisque j'ai à la fois la nationalité française et la nationalité tunisienne. J'ai 2 passeports. Un français qui me permet d'aller aujourd'hui dans 189 pays sans visa, et un tunisien qui me permet d'aller dans 70 pays. Les passeports n'ont pas la même valeur, pourtant je suis la même personne. On a aujourd'hui le passeport de Singapour qui est classé premier au classement des passeports les plus puissants. On peut aller dans 194 pays sans demander de visa. Le passeport français est classé 3e. Le passeport américain est classé 10e, il a perdu beaucoup de place. Et puis au bout de la chaîne, on a l'Afghanistan, on a aussi la Somalie, la Syrie. C'est des passeports pour lesquels on peut peut-être aller dans 25 pays sans demander de visa. C'est vraiment des passeports qui permettent rien à ceux qui les détiennent. Donc les passeports n'ont pas la même valeur. Et pourtant aujourd'hui, sans passeport, vous ne pouvez pas passer d'un pays à un autre. Ça, c'est vraiment le titre qui permet de vous déplacer et de franchir une frontière, sauf cadre de l'Union européenne, évidemment. Les titres pour traverser les frontières sont arrivés après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'avant, les gens passaient d'un pays à un autre sans problème. On se déplaçait, on n'avait pas besoin de montrer son identité. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu des frontières, et puis il y a eu les pays ont mis en place des systèmes pour pouvoir passer légalement d'un pays à un autre. Le problème, c'est que la Russie a été démantelée, et donc il y a eu des milliers d'apatrides, il y a eu 450 000 apatrides, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient plus aucune nationalité et qui se retrouvaient sans lieu de vivre. Ils ne pouvaient plus rester là où ils étaient et ils devaient aller vivre dans des pays. Pour cela, comme ils n'avaient pas de nationalité et pas de papier, il fallait trouver une solution. Donc la SDN, la Société des Nations Unies, qui est l'ancêtre de l'ONU, a mandaté Fridtjof Nansen, qui était un explorateur et aussi un grand diplomate norvégien, pour trouver une solution pour ces apatrides. Et il a trouvé une solution. Il a créé ce qu'on appelle le passeport Nansen. Le passeport Nansen, c'était un certificat, donc un passeport qui avait été écrit en français et aussi dans la langue du pays. Et ce certificat avait été reconnu par 38 pays, dont la France évidemment, et permettait à ces personnes de pouvoir aller librement et de bénéficier de droits en étant accueillis par ce pays. Donc c'est un passeport humanitaire et c'est aussi l'origine du visa humanitaire. Justement, on va parler de visa humanitaire. Qu'est-ce que c'est que cet héritier du passeport Nansen en quelque sorte? Comment est-ce qu'il fonctionne? Et comment est-ce qu'il a été utilisé dans le cadre du tremblement de terre à Haïti? Dites-nous tout ça. Il existe des visas humanitaires. Normalement, pour aller dans un pays, si vous n'avez pas l'accès à ce pays, des pays demandent un visa. Donc vous faites la demande pour aller dans ce pays avant et vous obtenez un visa. Mais il peut y avoir dans certains cas des pays qui, dans leur législation, ont autorisé le visa humanitaire pour des conditions extrêmes d'urgence, de catastrophe, de guerre, de péril imminent. Donc la France, ça fait partie des pays qui ont le visa humanitaire, le Brésil aussi, et ce visa humanitaire, il existe, mais il est très peu souvent mis en pratique. Il a été mis en pratique avec le Brésil, justement. Donc ça, c'est l'histoire d'Haïti. On se souvient tous de ce tremblement de terre avec des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes sans logement, sans rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels pays ont fermé leurs portes? Lesquels les ont ouvertes? Encore une fois, c'est une histoire d'humanité. Le 12 janvier 2010, il y a eu un tremblement de terre terrible à Haïti. Alors, Haïti fait déjà partie des pays les plus pauvres au monde et aussi des plus corrompus, c'est-à-dire qu'ils accumulent toutes les catastrophes. Donc Haïti, on a d'un côté Haïti et la République dominicaine, c'est une île. 12 janvier 2010, il y a un terrible tremblement de terre qui était d'une force de 7,3 et c'est vraiment quasi nucléaire. L'île a été complètement ravagée, il y a eu des milliers, des centaines de milliers de morts, de personnes déplacées et plus d'1 million de personnes qui se retrouvaient sans logement. C'est une population qui est autour de 10 millions d'habitants. Donc on avait pratiquement 10% de la population qui se retrouvait sans logement, sans rien. Le premier réflexe de la population, c'est de trouver de l'aide
à côté. Alors, il y a eu une aide internationale qui a afflué, qui était vraiment très très abondante. C'est-à-dire qu'on a envoyé des secours, on a envoyé de l'argent, des financements, mais il fallait aussi aider les personnes à pouvoir aller sur un territoire et trouver un habitat. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les Haïtiens, ils ont eu le réflexe d'aller en République dominicaine. C'était logique puisque c'était le seul pays frontalier. Et là, la République dominicaine, elle a fait un affront total au droit international humanitaire. Elle a posé des conditions, alors que normalement, il n'y a pas de conditions. S'il y a un drame humanitaire, on accueille. Et là, la République dominicaine, elle a dit qu'elle pourrait accueillir les blessés et les personnes qui seraient titulaires d'un titre pour passer, c'est-à-dire un passeport, en sachant qu'Haïti fait partie des passeports qui ne permettent pas de voyager, il faut un visa pour aller en République dominicaine, et que c'est pas évident, même pour un Haïtien, d'avoir un passeport. Le passeport, je le dis encore une fois, c'est un objet de luxe. Tout le monde n'a pas un passeport. Donc c'était complètement contraire au droit international humanitaire. Par contre, le Brésil, qui n'est pas frontalier, il faut quand même passer en bateau pour aller au Brésil, même si ce n'est pas le bout du monde par rapport à Haïti, le Brésil a donné des visas, donc de simples visas d'abord pour accueillir les Haïtiens. Donc on a eu un certain nombre d'Haïtiens qui sont venus et qui sont restés. Et au bout d'une année, il y avait quand même quelques tensions avec les Haïtiens et les Brésiliens. C'est normal, des gens arrivent et ça crée toujours des tensions. Pourtant, le Brésil, au bout d'une année, ils ont décidé de faire rester les Haïtiens sur l'île, cette fois avec le visa humanitaire. C'est-à-dire que dans la Constitution brésilienne, il y a 2 articles. Le premier article, c'est le droit de vivre dignement. Et le deuxième article, c'est le droit de vivre dans un environnement sain. Donc, ils ont basé le visa humanitaire pour ces Haïtiens et ils l'ont donné à 1200 Haïtiens sur ces 2 articles de la Constitution, ce qui fait que le Brésil a accueilli ces Haïtiens. Un bel exemple effectivement d'application de ce visa humanitaire. Exactement. Que peu de gens connaissent pourtant. Vous évoquez également l'éventualité qui se rapproche dangereusement dans votre livre d'une nationalité mais qui n'aurait plus de territoire, d'un monde où les États n'auraient plus de territoire, par exemple les Tuvalu qui sont en proie à la montée des eaux. En quoi consisterait une citoyenneté environnementale universelle? Oui, effectivement, on parle d'État déterritorialisé. J'essaie de le dire correctement. Un État déterritorialisé, ça n'existe pas encore, mais ça pourrait arriver. C'est quoi? C'est un État qui a disparu parce qu'il a été englouti. Le problème, c'est que les ressortissants de cet État, ils existent encore. Donc, que deviennent les ressortissants de cet État qui a disparu? Ils deviennent sans nationalité ou pas. Et j'évoque dans mon livre la mise en place d'une citoyenneté environnementale universelle, puisque actuellement, il n'y a aucun instrument juridique qui protège les déplacés environnementaux. On en a parlé jusque-là, mais les réfugiés climatiques, ça n'existe pas. Les réfugiés climatiques, actuellement, si on demande le droit d'asile, on va demander à être réfugié et on va utiliser la Convention de Genève de 1951. C'est-à-dire que si vous êtes persécuté par rapport à vos opinions politiques, votre appartenance à un groupe, à votre race, à vos idées, et donc tout est écrit dans la Convention de Genève de 1951, vous pouvez demander l'asile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le statut, vous obtenez le statut de réfugié. Le problème, c'est que les persécutions environnementales n'entrent pas dans cette convention de Genève. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de réfugiés climatiques, c'est faux. Ça n'existe pas juridiquement, il n'y a pas de réfugiés climatiques. Et il n'y a actuellement aucun texte juridique international qui protège les personnes qui se déplacent à cause d'une catastrophe naturelle, que ce soit sur leur propre territoire, parce que dans 80% des cas, on le voit pour la France, les personnes restent chez elles ou ne franchissent pas la frontière, ou quand il y a un franchissement de frontière. Ce qui fait qu'on est dans le vide juridique et on est dans l'absence de protection pour ces personnes. Il y a quelques cas qui existent, conventions qui ont été faites, mais qui ne s'appliquent pas vraiment, elles sont très difficiles à appliquer. Donc ce que je propose de créer, c'est comme on a créé la citoyenneté européenne, qui est fondée sur le traité de Maastricht de 1992 et qui permet à tous les ressortissants de l'Union européenne, donc vous êtes française et vous êtes aussi citoyenne européenne, comme moi, on a deux citoyennetés. Cette citoyenneté, elle donne des droits. Elle donne le droit de travailler, à l'éducation, de se déplacer. Je propose de créer une citoyenneté environnementale universelle
fondé sur le droit de vivre dans un environnement sain, qui est aujourd'hui un droit de l'homme. Il a été reconnu en 2022 comme un droit de l'homme, et qui permettrait à des personnes victimes de leur environnement de pouvoir trouver l'asile environnemental. Ce serait un peu comme le passeport Nansen, une sorte de passeport environnemental qui donnerait un statut juridique avec des droits. Le droit à la mobilité, c'est-à-dire le droit de se déplacer sur son propre territoire ou avec une frontière, et d'avoir immédiatement accès aux droits fondamentaux, les droits fondamentaux qui sont l'éducation, la santé, le travail. Donc voilà ce qu'est la citoyenneté environnementale, c'est une sorte de nouveau droit de l'homme basé sur le droit de vivre dans un environnement sain et d'être protégé en cas de catastrophe naturelle. C'est une belle perspective. On espère qu'elle gagnera en popularité. Vous la défendez en tout cas depuis un certain temps. On a parlé de la peur que pouvaient inspirer les migrants, quelles que soient les raisons de leur migration, et notamment climatique. Mais qu'est-ce que pourraient apporter de positif les déplacés climatiques aux pays qui choisiraient de les accueillir ? Je pense que ce n'est pas une question de savoir que pourraient apporter les déplacés climatiques, c'est une question de savoir c'est que peut apporter quelqu'un d'autre là où il va, quel que soit son déplacement. On se déplace, les personnes, les humains se sont toujours déplacés pour vivre et pour se nourrir justement. Donc on va d'un territoire à un autre pour se déplacer, et quand on va sur un autre territoire, on apporte son savoir-faire, ses connaissances et sa culture. Donc c'est ça déjà que l'on va apporter. Et puis on va apprendre aussi des autres territoires. Donc dans le cas des déplacements liés à l'environnement, on va apprendre la résilience. Parce qu'on met de côté une vie qui a été détruite par un environnement et on va aller s'installer ailleurs. Donc on a un travail de résilience qui est très important à faire. Et cette résilience, elle permet de créer des choses. On l'a vu dans certains pays. Les Pays-Bas, par exemple, ils sont très en avance sur le fait que le littoral avance. Et donc ils sont des experts dans la lutte contre l'érosion. Et ils ont mis en place, au lieu de lutter contre la mer, ils ont décidé de faire face à la mer et de l'accepter, de la faire rentrer. C'est ce qu'on appelle room for the river. Et donc, ils travaillent avec les éléments naturels. Et de nombreux pays travaillent aussi, ils s'adaptent, c'est l'adaptation, pour pouvoir faire face à ces environnements. Donc, apprendre des déplacés, quel que soit le déplacement, c'est apprendre la culture, apprendre les valeurs, apprendre d'autres moyens pour vivre ensemble. Ce sont des choses qui font partie de l'humain. Oui, tout simplement. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Merci beaucoup, Nastasia.